BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. C'est votre argent, c'est votre week-end. Quel week-end, quelle période, hein. Quelle période incroyable. Une émission exceptionnelle à la hauteur des événements qu'on vit, qui sont exceptionnels. On va essayer de se focaliser sur tous ces événements de la semaine. Il y en a tellement qu'on ne sait plus le donner de la tête. Essayer de les analyser pour vous, essayer de voir qu'est-ce qui aura un impact sur votre argent, qui a déjà un impact sur votre argent. Certains m'ont conseillé d'appeler l'émission cette semaine, c'était votre argent. Non, non, c'est toujours votre argent. On va essayer de le faire sans langue de bois, on va essayer de le faire avec de bons coups de gueule, mais avec une recette qui est immuable, vous le savez maintenant. Pour une émission exceptionnelle, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. C'est une grande spécialiste de la gestion, spécialement dans le domaine de la santé, je crois, et de la robotique, je crois pas, j'en suis sûr d'ailleurs. Bonjour Marc. Alors, vous avez pris la tête de notre top 3 des gérants. Je sais pas, je ne dis pas que ça va être le cas cette semaine. Jusqu'à présent, j'essaye de maintenir un peu le suspense. Un suspense incroyable, parce qu'il y a des millions de gens qui se disent mais qui va être en tête du classement des gérants. Mais enfin, on parle de vous quasiment chaque semaine. Est-ce que vos oreilles sifflent, Alice Labou, vous êtes présidente de Trecento AM? Assez souvent, oui, mais je suis très flattée et très contente d'être au top des classements pour la semaine dernière. On verra cette semaine alors. Vous allez nous indiquer comment vous faites? Oui, volontiers. Bon, lui, c'est l'homme qui ne parle très vite d'ailleurs, qu'avec des termes totalement ésotériques pour ne décrire l'économie et les marchés. Mais cette fois-ci, il l'a juré, il va faire simple. C'est Alexandre Baradez. Vous êtes chef analyste chez IG. Et Alexandre, d'abord, bonjour. Bonjour Marc. J'ai remarqué, vous allez nous en parler tout à l'heure, un grand changement. Vous étiez très pessimiste et à raison, bravo. Je vous le redis, et c'est sincère. Ça fait plus d'un an que vous alertez alors pas sur le coronavirus, mais sur le fait les marchés étaient vraiment dans une sorte de bulle assez incroyable. Et puis, quand tout ça s'est retourné, vous avez prévenu même sur une deuxième vague, vous attendiez ça. Alors pas sanitaire, mais sur les marchés. Et puis là, elle est là. Et là, vous dites, bon, on va se calmer un peu. Oui, les niveaux atteints commencent à devenir intéressants, les valorisations aussi. Et puis il y a tellement de mauvaises nouvelles que finalement, l'année 2021, ça pas l'année des bonnes nouvelles. Donc finalement, ça, je pense se positionner un peu par rapport à ça, c'est pas mal. Et les niveaux surtout sont vraiment intéressants d'un point de vue technique. Bon, on va parler tout à l'heure. Bon, elle, vous la connaissez, vous la réclamiez depuis des semaines. Notre statue de la liberté, celle qui nous montre la voie. Mais oui, il faut lever le bras. Des États-Unis, qui est sur le podium maintenant. Alors vous, ça fait des mois. Virginie Robert, on parle de vous toutes les semaines. Présidence de Constance et Associés, voilà. Bon, lui, vous le connaissez, on l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, l'homme qui murmure à l'oreille des entreprises, un de nos piliers maintenant, la lumière, le phare économique dans un monde à plein brouillard. Denis Ferrand, directeur général de Rexecode, qui m'a même dit que je m'étais planté vendredi dans ma newsletter. J'ai tout à apprendre de lui. Allez, on commence par la deuxième vague. Pour rappeler Jaws un peu, c'est reparti, nous revoilà dans le confinement, reconfinement, la deuxième vague. Attention, vue de France, on a l'impression que le monde entier se reconfine. Alors je vous le dis tout de suite, c'est totalement faux. Une partie du monde est sortie en V de la crise, une autre partie est en train de s'enfoncer. Même au sein de l'Europe, il y a des différences qui sont énormes, donc il faut sortir du prisme français. Denis Ferrand, il faut dézoomer un tout petit peu, regarder le monde, et cette deuxième vague ne ressemble pas à la première d'un point de vue économique. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est vrai. C'est exactement pour ces caractéristiques. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une énorme hétérogénéité entre les secteurs d'activité, mais en revanche, il y avait une grande homogénéité pendant la première vague quant à l'identité géographique. Tout le monde connaissait cette première vague. Maintenant, de façon un peu similaire, on va dire. Ah oui, avec un peu de décalage, il y avait des décalages temporels, voilà. Mais c'était à peu près les mêmes ordres de grandeur en termes d'amplitude de choc. Là, c'est effectivement quelque chose d'assez différent. Alors, il faut faire attention parce qu'on voit bien que le nombre de cas est quand même en train de remonter assez fortement aux États-Unis. Oui, mais la Chine, pour l'instant, par miracle, on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. La Corée, Taïwan, le Japon, en fait. Taïwan, 200 jours sans le moindre cas. Exactement. Taïwan est tout à fait spectaculaire, mais bon, Taïwan, ils ont un avantage, c'est qu'ils savent qu'ils doivent se méfier de la Chine, et eux, ils ont bien fait attention au message qu'envoyait la Chine dès la fin de l'année 2019. Et donc, ils ont vraiment été en anticipation. Les premières mesures qu'avait adoptées Taïwan, c'était dès le 31 décembre 2019 face au coronavirus. Et c'est un pays, il faut le rappeler, c'est un pays qui est en
état de guerre permanente, hein, c'est-à-dire qu'ils se méfient, comme la Corée du Sud, d'une guerre bactériologique ou une invasion. Donc ils sont préparés, ils sont en état de préparation militaire, on va dire. Hein. Ce n'est pas notre cas. Bon. Exactement. Heureusement d'ailleurs. C'est pas notre cas, mais ce faisant, ça peut aussi nous donner une forme de planche de salut, parce que effectivement, on le voit bien d'ailleurs dans le cas de l'Allemagne. Regardez ce qui s'est passé sur les indicateurs de climat des affaires la semaine dernière. Vous avez, on sait que le climat des affaires dans les activités de service, parce qu'elles sont concernées en premier lieu par les conséquences de confinement, dans ces activités, ça a plongé. En revanche, quand vous regardez en Allemagne, vous avez une très forte amélioration du climat des affaires dans le secteur manufacturier, en raison précisément de l'amélioration de l'appréciation des commandes en provenance de l'exportation et notamment des pays d'Asie. Donc il y a quand même une planche de salut que l'on ne connaissait pas au premier temps. C'est-à-dire que là, si on dézoome, le monde affronte cette deuxième vague dans une meilleure position. Après, on va parler des pays qui sont touchés. En tout cas, de manière assez dispersée, c'est ça qui change. Aux États-Unis, vous qui avez notre regard sur les États-Unis, qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'impression qu'on a? On a l'impression qu'ils ont privilégié l'économie par rapport à la santé. Ça, c'est très clair. Alors, c'est une impression. Alors, après, il y a aux États-Unis, il y a une gestion aussi locale, hein, qui est beaucoup plus importante que chez nous en France. Plus petit pays, et le poids évidemment des États là-bas est très important. Il y a un sujet électoral, il ne faut pas l'oublier, ça apporte un biais quand même, hein, parce que évidemment la politique de Donald Trump qui a été remise en cause face à l'épidémie, et ce que pourrait faire Biden, certains s'inquiètent de savoir justement si la vague démocrate, si la vague bleue arrivait, s'il n'y aurait pas plus de restrictions. Oui. Donc, mais on sent très bien que quand même, d'un point de vue général, l'économie, les aspects économiques, je vais dire, ça reste très présent. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus tard, mais c'est que sur les plans de relance et sur l'accompagnement, le schéma, il est totalement différent de ce qu'on a pu vivre et ce qu'on peut voir. Et c'est pour ça qu'on peut dire que demain, la reprise aux États-Unis, elle sera, et c'est déjà le cas, elle sera plus importante, elle sera plus rapide. Voilà. Elle sera plus rapide, sauf qu'elle est en train de s'essouffler un peu. Hein. Alors, on va revenir sur les chiffres quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un quatrième trimestre comme le... Ça va être chaotique. Ça va... Bien sûr, évidemment, il y a eu un effet de report sur le troisième trimestre. Le quatrième trimestre va être probablement plus compliqué. Néanmoins, il y a des éléments, je suis sûre que vous êtes allé sur le site du Department of Commerce, il y a toutes les statistiques sur les new business, les applications. C'est énorme, Marc. C'est-à-dire que cette année, on n'a jamais vu ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui créent, parce qu'il y a une flexibilité du marché du travail. On pourra y revenir, mais ça, c'est un schéma qui fonctionne toujours. Exactement. Alexandre, que nous disent les marchés de cet aspect qui me paraît très important? Je voudrais insister dans cette partie sur cet aspect-là, c'est-à-dire le fait qu'on est dans des situations très différentes en fonction des pays. Les marchés nous disent, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il faut être un peu plus optimiste désormais, c'est que, comme Virginie le disait, il y a la période précédente, c'était l'inconnu pour tout le monde, et le ministre allemand de l'économie a récemment déclaré, hier ou aujourd'hui, que cette fois-ci, il n'y a pas de rupture des chaînes d'approvisionnement, il n'y a pas d'arrêt de l'appareil industriel, donc il y a une continuité de l'activité. On sait quels sont les secteurs fragiles, on sait ceux qui continueront à tourner pendant cette seconde vague, et surtout les marchés ont vu la réponse qui avait été apportée après la première crise économique et monétaire. Alors que dans la phase de chute février-mars, c'était encore le brouillard complet. On avait peur du vide. Peur du vide, exactement. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un matelas de sécurité, on sait que si on tombe, il y a les banques centrales, ça marchera toujours, on en parlera tout à l'heure. Voilà, et sachant que le marché en plus, à l'époque, avait en tête les gestions des crises précédentes, crise de la dette, qui avait été très longue à régler, il avait fallu attendre Draghi en 2012, alors que ça avait déjà commencé en 2010. Pour 4 ans. Au moins 2 bonnes années très dures. Depuis 2008 jusqu'à 2010. Voilà, exactement. Et donc, le marché était resté là-dessus, c'est pour ça qu'on a perdu 30% en ligne droite. Maintenant, on voit que tout a changé, la zone euro a mis en place des projets de relance, il y a des choses, des lignes qui ont bougé de manière très forte. Donc il n'y a pas de raison d'imaginer que les valorisations retombent sur les niveaux de février-mars. Et alors que nous en sommes, si on regarde que le CAC 40 par exemple, il est quand même retombé assez bas, hein, 4005, 4006. On n'est pas au niveau de mars-avril. Non, mais on est quand même par rapport au niveau, si vous prenez le CAC Total Return, donc dividende inclus, vous êtes plus de 25% sous les niveaux pré-Covid quand même. Donc quand vous regardez les anticipations de résultats des grosses entreprises, dividendes ou autres, c'est quand même des niveaux qui price très correctement aujourd'hui. On a quand même une année perdue.
pour la plupart des boîtes. Ces entreprises, on parle des marchés, des grosses entreprises cotées, effectivement, c'est des entreprises qui exportent, qui travaillent aussi avec l'étranger. Et le fait que la Chine garde une situation qui est stable aujourd'hui, c'est aussi pour ça que l'indice allemand était aussi fortement reparti par rapport à l'indice français. C'est parce qu'il y avait tellement de liens d'exportation et autres que c'est ça qui était pricé. Un peu optimiste quand même. C'est-à-dire on voit un peu de lumière au bout du tunnel. Oui, mais je pense qu'en plus, les indices, vous avez raison, ne price pas toute la même chose. Le CAC, je trouve qu'aujourd'hui, il est très bien pricé. Par exemple, le DAX maintenant, qui a lâché, il est à 16% sous ses plus hauts pré-Covid. Là aussi, ça price correctement, ça anticipe correctement l'avenir. Par contre, c'est vrai que côté US, moi, ça touche encore un petit peu de réserve sur justement la question de Biden. Pas tellement l'aspect fiscal, ça, c'est déjà en train d'être intégré. On va en parler tout à l'heure quand voilà, l'aspect plus, est-ce qu'il y aura d'autres mesures sanitaires là-bas? Vous intervenez sur des actions dans tous les pays. Oui. Est-ce que vous avez cette impression de situation différenciée? Ah bah oui, c'est certain. Alors après, comme nous, on travaille sur des thèmes, de toute façon, structurellement, malheureusement, la cote est pauvre en Europe sur les thèmes en forte croissance que sont la santé et la robotique. Et même les valorisations, en fait, en Europe, notamment sur la santé, sont bien plus élevées qu'aux États-Unis, notamment à cause du contexte électoral qui fait que, historiquement, en fait, en période électorale aux États-Unis, la santé a tendance à être sous pression. Et donc, les valos aux États-Unis, les valorisations, en fait, des sociétés sont bien moins élevées. Donc oui, il y a une énorme différence de ce point de vue-là. Vous le ressentez, hein, vous le ressentez même dans l'activité des entreprises dans lesquelles vous investissez. Oui, alors après, nous, on est de moins en moins investis en Europe. Alors, je sais que c'est un peu triste. Ah ouais. Entre vous, alors c'est vrai que toutes les deux... si toutes les femmes nous quittent, c'est un peu ça. On est un peu mal. Hein. C'est un peu ça. Avec qui on va reconstruire l'Europe? Heureusement que les patronnes de l'Europe sont toutes des femmes. Des femmes, exactement. Allez, on parle de la France quand même dans tout ça. Hein. Mais voilà. Bah oui, moi j'habite en France, hein, et la France, elle est dans l'œil du cyclone. C'est finalement un des pays les plus touchés. À peine le rebond de l'économie entamé, voici qu'on replonge avec un reconfinement. L'économie française va-t-elle pouvoir supporter cette deuxième vague, Denis Ferrand? Déjà, cette vague va être très différente dans son amplitude économique parce qu'effectivement, on l'a évoqué, il y a quand même un peu un effet d'apprentissage qui intervient. Le reconfinement n'aura pas le même impact en termes de perte d'activité que ce que l'on a sur l'inconnu. Oui. Prenez par exemple le cas du secteur de la construction. Okay. Pourquoi est-ce que le secteur de la construction il était à 75% en dessous de son niveau d'activité pendant la période du confinement? Pour des raisons qui tenaient à ce que, par exemple, les grossistes étaient fermés. Donc ils ne pouvaient même pas s'approvisionner en matériaux pour pouvoir travailler sur les chantiers. Les chantiers étaient fermés pour des raisons de ce type-là. Ces grossistes ne seront pas fermés. Donc vous avez déjà les blocages d'offres qu'évoquait Alexandre. Un de ces blocages d'offres eh bien, sera levé. Donc vous avez aussi le fait que les écoles restent ouvertes. Vous n'aurez pas les parents qui ne pourront pas venir travailler. Donc vous avez beaucoup de systèmes qui, d'une certaine manière, vont atténuer. Vous pouvez nous dire, par exemple, les 2 mois, on sait combien ont coûté en PIB les 2 mois de confinement? Oui, bah, en fait, pour l'instant, partons sur un mois. Pour l'instant, il y a je parlais des 2 mois de mars-avril. Oui, bah, en tout cas, pendant un mois de confinement, format printemps, c'était 60 milliards. Là, on a estimé qu'on pourrait être à 24 milliards pour le coup d'un mois de confinement. Donc si on a un seul mois de confinement avec un degré de sévérité qui est à peu près la moitié de ce que l'on avait au printemps, ça nous enlève 24 milliards. 24 milliards, ça fait un gros point de PIB. Ça veut dire qu'on fera moins 4 au 4e trimestre. Ça veut dire qu'on fera moins 9,3, pardon, et j'arrête avec les chiffres. Non, c'est intéressant. C'est intéressant, justement, on ne va pas arrêter avec les chiffres parce que on va en parler avec Virginie. Mais justement, mais ça, si vous voulez, ça c'est le choc direct. Ce que l'on ne sait pas mesurer, c'est que ce choc, maintenant, il se fait sur une économie qui est anémiée, sur des entreprises qui sortent déjà d'une situation extrêmement compliquée. Donc on n'est pas dans la même configuration qu'au printemps. On est dans une meilleure configuration du point de vue des difficultés d'offres. On est dans une configuration qui est quand même beaucoup plus délicate du point de vue de la situation des entreprises. Et c'est bien la manière dont va se rééquilibrer le bilan des entreprises qui aujourd'hui est à interroger et à comprendre ce qui va se passer dans la situation des boîtes, leur capacité à pouvoir désormais faire face à ce nouveau choc. Vous nous faites un petit cours d'économie, mais très rapide. On voit des chiffres, on a la tête qui tourne, on n'arrive même plus à comprendre. 33,1% aux États-Unis de hausse de la croissance au 3e trimestre. En France, 18,1 je crois, ou 18,2. On mélange, c'est des oranges et des pommes. Oui, c'est comparable? Pas du tout. Okay. Pas du tout. En fait, la croissance est plus forte en France qu'aux États-Unis au 3e trimestre. 18,2 est supérieur à 33. Ah, ok. Ouais, parce que 18,2, on est vraiment dans le monde d'après. Hein. Si 18,2 devient supérieur à 33, c'est que tout part en sucette. Là, ça y est. Bon. Ah, ça y est. Et si même vous le dites, c'est que je comprends plus rien. Déjà que je comprenais rien avant, mais alors le monde d'après, je suis mort. 18, c'est simplement le 3e trimestre par rapport au 2e trimestre. Donc ça, c'est ce que l'on a constaté en France. Aux États-Unis, 33, c'est le 3e trimestre par rapport au 2e trimestre, mais
porté à l'exposant 4. Parce que les Américains communiquent une croissance trimestrielle annualisée pour pouvoir rendre commensurable le trimestre avec une année. Donc si on voulait le comparer, on dirait quoi, 18,2, c'est équivalent. Ils ont fait 7,4. Ils ont fait 7,4 au troisième trimestre. Alors, expliquez-moi comment la France a pu rebondir plus fort que les autres. On a plongé plus vite. On a plongé beaucoup plus que ne l'avaient fait les États-Unis. Donc, il y a eu la piscine était beaucoup plus basse et on a donné un coup de jump et qui nous laisse au total à peu près en même décalage que les États-Unis par rapport à la période pré-confinement. C'est-à-dire que la France aujourd'hui est 4 points en dessous du niveau pré-confinement. Les États-Unis sont à peu près également encore 4 points en dessous du niveau de la fin de l'année 2019. Est-ce que vous avez l'impression, Alexandre Baradez, que la France est quand même un peu plus touchée que le reste du monde? Et en partie, si on compare toujours, on est obligé de comparer à l'Allemagne. Ouais. Moi, je regarde ça d'un point de vue marché, d'un point de vue économique, évidemment, il y a des spécialistes. D'un point de vue marché, oui, ça s'est vu très clairement sur l'indice. La composition de l'indice aussi est particulière. Vous avez les gros moteurs du luxe qui se sont arrêtés quand la Chine a été impactée, puis qui repartent aussi maintenant, qui ont battu même des records récemment. Donc, la composition, moi, du coup, du CAC fait effectivement que je suis assez optimiste, notamment si on assistait à un moment donné sur des bonnes nouvelles qui pourraient arriver, assez vite d'ailleurs. Là, je pense que le marché va surveiller la seconde vague en Europe. Dès qu'on va sentir que ça commence à plafonner un petit peu, pour le marché déjà, ce sera, avant que ça retombe, ce sera déjà un premier élément positif. Donc, toutes les valeurs qui ont été les values, les valeurs de classiques assez décotées, quand vous voyez ce qui s'est passé hier aux États-Unis avec les GAFA, par exemple, qui ont fait de très bons résultats ou de bons résultats en relatif. Très bons résultats. Non, pas pour Apple, mais pour les autres. Quand on voit les chiffres d'Amazon. Oui, non, mais voilà, c'est ça que je voulais dire. On va en parler. Pas trop dévier, mais la question c'était de dire si effectivement le marché commence à se dire que les techs sont peut-être un peu chers ou bien valorisés, bien valorisés, et qu'il y a une légère rotation. Pas énorme, une petite rotation quand même sur la partie value, ça pourrait effectivement suffire. Mais c'est quoi les values alors? Ce seraient les indices, la partie, les valeurs mais en secteur, c'est quoi? Là, je parle pour la France, les télécoms par exemple, les utilities qui se maintiendraient, qui se maintiennent toujours par du... Les banques? Non, les banques peut-être pas, mais les foncières. Peut-être les banques un petit peu, elles sont pas parties quand les taux c'est un petit peu stabilisé. Mais c'est quoi les relais de croissance dans ces boîtes? Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'après, parce que les chiffres aujourd'hui, finalement, on peut tout dire. D'ailleurs, on ne sait pas trop, même les chiffres dans la pandémie, on ne comprend rien. Il y a Denis qui nous écrit et vous dites on ne comprend rien. Oui, non, mais c'est vrai. C'est pas sympa. Il vient de passer un quart d'heure. Allez, un quart d'heure de qu'on arrête tout. Non, mais Denis, très bien. Mais ce que je veux dire, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment, en 2021, comment les choses. En fait, comment on s'adapte. Parce qu'on a une crise, et comme toute crise, Marc, vous le savez très bien, bon, moi je suis peut-être un peu trop darwinienne dans l'analyse, mais il y a ceux qui vont surfer, et ceux qui vont émerger, ceux qui vont mourir, etc. C'est le fameux cas. Et qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est ça. Moi, mon analyse, c'est plutôt de regarder ce que fait chaque gouvernement pour favoriser ceux qui vont grandir, émerger, insuffler de la croissance potentielle pour demain. Parce que c'est ça notre avenir. On est quand même dans une crise économique. C'est pour ça qu'Alice est partie d'Europe. Voilà. On est dans une crise économique monstrueuse. Et aujourd'hui, le message, et j'espère que nos gouvernements vont nous donner enfin des messages positifs, c'est de se projeter, de dire, c'est pas juste de dire on va sauver. C'est pas ça qui. Oui, bien sûr qu'il faut sauver, il faut aider, bien évidemment. Mais qu'est-ce qu'on fait pour demain? Parce qu'il y a une crise, il y en a qui galopent là déjà. Ils sont déjà partis, on ne pourra jamais les rattraper, ça on le sait. Mais qu'est-ce qu'on fait justement pour relancer notre croissance future? Et il y a des sujets qu'il va falloir aborder. Il faut commencer à les aborder aujourd'hui. Et je ne les vois pas, moi. Alors, il y a eu quand même le sujet de la transition numérique, on va dire, qui a été un petit peu évoqué par notre président en disant on aidera les entreprises qui font leur transition numérique. Alors je partage à 100%, je suis tout à fait d'accord. On ne peut pas dire que je sois partie, on peut dire que j'ai allégé significativement l'Europe. Non, moi ce que je voudrais d'abord, c'est parce que là, c'est vrai qu'on est un petit peu entre financiers ou économistes, mais c'est avoir une petite pensée quand même pour tous les dirigeants d'entreprises qui sont en grande difficulté, parce que vraiment, ça ne doit pas être évident. Et on sait, autour de cette table, il y a des chefs d'entreprise, mais dans la finance. Et c'est vrai que ça peut vous donner vraiment la boule au ventre et des problématiques personnelles importantes. Donc on pense à eux, et les chiffres sont les chiffres, mais la réalité, voilà, la réalité humaine qu'il y a derrière est vraiment triste et j'imagine très difficile à vivre. Donc moi, je suis d'accord pour dire que la question, c'est quoi la suite de l'histoire? Peut-être que c'est la fin, justement, des fonds fourre-tout, où on met tous les secteurs d'activité, où on croit que géographiquement, on va croître. Ou alors, si on le fait, dans ce cas, il faut miser sur des zones géographiques qui sont en forte croissance. Enfin, en tout cas, structurellement, comme les États-Unis, comme l'Asie, et malheureusement, un peu moins en Europe, où il y a tout de même un problème de coordination globale, des réticences très fortes.
forte au changement, au développement et à la suite de l'histoire. Et la suite de l'histoire, elle est technologique, elle est digitale, évidemment. Même dans la santé, elle est technologique et digitale. Alexandre, vous êtes cuit là. Elles vous ont pris dans le sandwich. Elles vous ont totalement. Alors là, nos deux Amazones vous ont totalement étranglés. Je suis convaincu par ça. Évidemment qu'on va vers quelque chose de plus technologique. En plus, il y a toutes les thématiques. Maintenant, il est KO. Il y a de nouvelles, des nouvelles poches de croissance. Et de nouvelles poches de croissance qui vont évidemment arriver. Mais simplement, le raisonnement aussi, on peut le tenir pour les secteurs qui ont été mis de côté et massacrés par la crise, tourisme, aéronautique ou autre. Ça pèse quand même dans les indices. Il suffirait de quelques bonnes nouvelles. Ces valeurs qui sont tellement vendues, tellement peu chères, avec des multiples tellement bas, que la moindre bonne nouvelle, même si c'est le début de quelque chose, d'un ralentissement de l'épidémie, avant même qu'on réouvre tout, c'est des valeurs qui peuvent prendre 15-20%, juste parce que les marchés sont tellement vendus que vous avez des short squeeze, parce que vous avez des spéculateurs qui viennent dessus. Nos deux gérants, c'est oui, peut-être sur les... On joue un rebond, mais l'avenir, il ne se joue pas là. Oui, mais la composition des indices peut changer. On voit d'ailleurs que les indices européens, vous avez des indices qui bougent. S'il s'avère qu'il y a des secteurs qui sont moins porteurs, à un moment donné, ils vont être remplacés par de la tech. Oui, mais comme la cote est pauvre, trouvez-moi des vraies sociétés tech en France, cotées. Je rejoins ce que dit Alexandre sur les... Mais pour le coup, c'est des cycliques de qualité. Voilà, ce que j'appelle des cycliques de qualité. Donc l'aéronautisme, enfin, elles ne sont pas toutes de qualité, mais il y en a pas mal de qualité. Le tourisme, etc. Il y a ce que j'appelle des cycliques de qualité. Mais la value pure... c'est sympa parce que vous avez foutu en l'air toute l'émission, parce qu'en fait, les marchés, c'est la deuxième partie. Là, c'est la macro. Donc, je ne sais plus du tout où j'en suis. J'ai des fiches. On me parle dans mon oreillette en me disant l'émission est nulle. On déconfine le programme. Non, la France, l'Allemagne, moi, c'est un sujet qui m'obsède, évidemment, parce que je trouve que le contraste est frappant. Alors, je ne parle pas de la crise sanitaire, de la gestion de la crise sanitaire, c'est un autre sujet. Mais quand vous regardez, vous, les chiffres économiques, on est dans les choux par rapport à eux. C'est vrai qu'on est un petit peu la guerre. Alors il faut faire attention parce que dans les chiffres macroéconomiques, il n'y a pas eu les mêmes modes de traitement de certaines grandeurs. Donc il faut les prendre avec beaucoup de précautions. Il faut être très vigilant. Juste en deux mots. En deux mots, c'est... C'est technique. C'est hyper technique. Bon, mais à base comparable. Ouais, à base comparable, on est allé 2 points, 3 points à peu près en dessous de l'Allemagne. C'est-à-dire que nous... Sur 2020. Sur 2020, on va faire moins 9,5 à peu près. Les Allemands vont faire moins 6 sur alors, attendez, Bruno Le Maire a dit moins 11. Moi, je me perds dans tous les chiffres. C'était moins 11 pour le... alors, je me suis amusé à refaire un petit calcul pour qu'on fasse moins 11. Il faudrait qu'en gros, le reconfinement soit aussi sévère que l'a été le confinement. Alors pourquoi il dit moins 11 ? Je pense peut-être qu'il garde un peu une poire pour la soif, ou alors anticipe-t-il qu'il y aurait un peu de durcissement, un confinement un petit peu plus long. Je sais pas. Ou alors il est nul. Non, mais je pense que déjà le moins 10. Enfin, comment on a fait plus 18 au troisième trimestre? Vous dites on moi, je dis moins 9,5 sur l'ensemble de l'année 2020. Les Allemands, moins 6 à peu près. Bon, ça fait une... Ouais, alors que souvent, ce qui se passait dans les récessions, c'est que les Allemands prenaient une rafale en général plus importante que la nôtre. Pourquoi ? Parce qu'ils sont beaucoup plus ouverts sur l'international. Et en général, l'international est un facteur d'amplification des chocs économiques. Or là, précisément, c'est ce que l'on disait tout à l'heure, c'est que l'international peut être une planche de salut. Et de ce point de vue, même la partie du rebond qui pourra intervenir, si ce rebond vient de Chine... C'est incroyable parce que dans la première vague, le commerce international s'est arrêté. Et aujourd'hui, on est en train de dire que finalement, c'est le commerce international qui va retirer à nouveau la croissance. C'est incroyable. Surtout que ce qui s'est passé dans le cas de la France, c'est quelque chose qui est tout à fait spectaculaire cette fois-ci, c'est que chaque fois que l'on avait des récessions en France, le solde extérieur s'améliorait. En général, on passait avant une récession, on était en déficit et après on passait en excédent. Ben là, c'est exactement l'inverse qui est en train de se passer parce que... Alors pourquoi est-ce que ça s'améliorait ? Parce que la facture énergétique diminuait. Ben là, la facture énergétique diminue toujours, mais sauf qu'on perd beaucoup plus dans l'industrie que l'on ne gagne en provenance de la facture énergétique. Parce que ce sont nos points forts à l'exportation qui sont attaqués. L'aéronautique, le tourisme, le luxe également, qui souffrent quand même assez fortement. Les élections en deux mots, je sais que c'est difficile pour les États-Unis. En deux mots, vous avez deux mots. En deux mots, deux mots, c'est pas trop de vague bleue, non ? Vague bleue quand même, non ? Les marchés attendent la vague bleue, ils price la vague bleue. Ils price la vague bleue. Ah d'accord, ça sera pas une les taux à 10 ans price la vague bleue, puisqu'on est remonté. On est remonté. Et comme vous le savez, les démocrates, c'est quoi ? C'est plus d'argent dans la poche des consommateurs. Ouais. D'accord ? C'est ça. Si je veux globaliser, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et un peu plus d'impôts pour les entreprises. Oui, voilà. Mais comme c'est une société, un PIB conso, on va dire, aux US, c'est plus d'argent dans la poche des ménages. Et donc, en fait, voilà, les taux prévoit plus d'inflation. D'accord. Aussi. Hein, donc il joue, il joue même pas la bagarre, il joue pour eux c'est plié. Après, moi je dis que
Tant qu'on n'a pas les résultats, Ouais, bon, on l'a vécu plusieurs fois. On le sait. Vécu en 2016, donc, on l'a vécu avec verra, le Brexit. On verra. Et le troisième point, c'est que quelque part, c'est pas ça le plus important. Vraiment. Ah si, le seul truc, scénario, 2 secondes, le seul scénario qui serait catastrophique, c'est des résultats serrés au démarrage. Oui, bien sûr, c'est la contestation des élections par Donald Trump. Pendant 2 mois, le qu'on ne sache pas effectivement quel est le résultat final. Mais in fine, dans l'économie américaine... Vous êtes tourné vers l'avenir. Hein. Non, oui, mais dans l'économie américaine, et quand vous discutez avec les sociétés management, c'est un sujet bien sûr, mais voyons plus loin. Allez, voyons plus loin, voyons pour la deuxième partie, on va se retrouver et on va regarder plus loin.